Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ILTV pour le grand retour des actualités de l'agglomération Hénin-Carvin avec ce magazine Agglo et vous. Sans plus tarder, on découvre le sommaire de ce numéro du mois d'avril. Nous découvrirons tout d'abord la composition du nouvel exécutif de la communauté d'agglomération après les élections municipales de mars. Nous reviendrons ensuite sur une série d'inaugurations et de poses de première pierre à Montigny-en-Gohelle, Courcelles-lès-Lens et Dourges, ainsi qu'au nouveau centre de tri du Cimévad. Gros plan ensuite sur l'opération Coiffeur Juste, qui vise la récupération des cheveux à des fins écologiques. Sur le site du 99 bis, enfin, nous verrons que les travaux de réhabilitation des puits de mine ont débuté et dans le même temps, la salle des douches accueille une nouvelle exposition contemporaine intitulée Remontée au jour. Débutons donc ce magazine avec l'actualité des derniers jours pour la communauté d'agglomération Hénin-Carvin, à savoir le long processus de désignation du nouvel exécutif et des représentants de cet exécutif dans les instances extérieures. Retour sur les premières séances du nouveau mandat avec ces images. Il y avait comme un air de rentrée des classes le 2 avril dernier dans la salle du conseil communautaire. Quelques jours après le deuxième tour des élections municipales, c'était au tour de l'agglomération de désigner son nouvel exécutif. Deux candidats, Steve Briouat et Christophe Pilch, se présentaient pour la présidence de l'Assemblée. À l'issue du premier vote de la journée, la majorité des 61 conseillers a choisi de renouveler le bail du président sortant. Nouveau mandat donc, nouvelle composition politique de l'Assemblée, mais ligne de conduite inchangée pour Christophe Pilch. Pas de sectarisme. On traitera ici au sein de l'agglomération les projets des 14 communes de la même façon, comme on l'avait fait d'ailleurs entre 2020 et 2026, mais pas d'ambiguïté non plus sur la gouvernance. On est aujourd'hui groupe majoritaire, on a aujourd'hui des vice-présidents issus de ce groupe majoritaire qui vont gérer l'agglomération, mais on aura un bureau où les maires des villes Rassemblement National auront l'occasion aussi de s'exprimer sur les différents projets de l'agglomération. Si le bureau communautaire est donc élargi, le nombre de vice-présidents passe, lui, de 14 à 12. Ces VP ont été désignés un par un après passage dans les isoloirs. Un marathon électoral qui allait s'étirer sur plusieurs jours, les 9 et 10 avril, pour l'ensemble des désignations des représentants de la collectivité dans les instances extérieures, comme le schéma de cohérence territoriale ou les syndicats mixtes des transports ou de traitement des déchets. Un passage obligé pour ce mandat qui devrait s'étirer jusqu'en 2033. Ouvrons à présent la page traitement et valorisation des déchets. L'inauguration et la mise en fonction du nouveau centre de tri du Cimévad montrent toute l'ambition de l'agglo Hénin-Carvin en matière de gestion des déchets ménagers, à la fois moderne et adapté aux nouvelles consignes de tri de l'Union européenne. Cet équipement a été pensé pour améliorer également les conditions de travail des agents de tri. Sébastien Sanchetta. Après une longue mais nécessaire montée en puissance liée à une période de formation du personnel, de tests de performance et de calage de machines, le nouveau centre de tri du Cimévad est entré en régime nominal depuis août. L'équipement a été inauguré en décembre dernier. Mais je pense qu'il était important de mettre en valeur cet équipement parce que derrière, il y a évidemment beaucoup de réflexion, il y a aussi de l'humain qui y bosse. On ne se rend pas forcément compte en fait que le simple geste de tri à nos poubelles a pour finalité d'être valorisé ici dans ce centre de tri. L'équipe technique a d'ailleurs été mise en valeur lors de cette cérémonie. C'est elle en effet qui a la lourde charge de trier les 30 000 tonnes de déchets collectés chaque année sur les 3 territoires que compte le Cimévad. Auparavant, il y avait quelques lignes et beaucoup de trieurs sur les lignes. Maintenant, il y a beaucoup de lignes et 1 ou 2 trieurs sur chaque ligne. Donc pour eux, c'est différent. Ils ont dû s'adapter à la vitesse des tapis. Parce que les tapis vont un peu plus vite, mais il y a moins de matière à retirer. Et puis des nouvelles consignes, des nouvelles façons de trier pour eux. Voilà. Et puis dans l'utilisation des machines, alors il y a surtout beaucoup de formation pour les agents de maintenance, puisque les machines sont toutes récentes, toutes nouvelles, et donc il y a eu beaucoup de travail à faire sur cet aspect-là. D'autant que la modernisation et l'extension du centre de tri ont permis au Cimévad d'améliorer les conditions de travail des agents de contrôle qualité qui interviennent en bout de chaîne pour retirer les erreurs de tri ou rediriger les matières recyclables vers les bonnes filières. On voit qu'on pense à nous, agents de tri,
Les conditions de travail ont évolué. Nous trions à 45 degrés, ce qui fait que ça améliore les troubles squelettiques. La luminosité, comme vous pouvez le voir, c'est très lumineux. On a également des repose-fesses, en fait, des petits sièges, afin de nous soulager parce qu'en fait, on est 7 heures debout. L'extension des consignes de tri à tous les emballages a donc obligé le CIMEVAD à investir massivement pour disposer d'un équipement au niveau des exigences européennes. 20 millions d'euros d'investissement qu'il convient à présent de légitimer à travers une meilleure valorisation du gisement des déchets collectés. Tous les contenants, les barquettes, les pots de yaourt, etc. aujourd'hui vont dans la poubelle jaune. Donc jusqu'à maintenant, notre centre de tri, ouvert en 2011, ne le permettait pas de trier ces résines-là, comme on l'appelle. Et puis aujourd'hui, comme on l'a modernisé, comme il y a une multitude d'équipements très très poussés d'un point de vue technologique, on affine en fait les filières et on gagne déjà beaucoup plus d'argent qu'on en gagnait initialement sur la revente des matériaux. Et pour être tout à fait cohérent avec le niveau d'exigence et d'exemplarité avec lequel le CIMEVAD valorise les déchets, il s'est employé à développer des filières de recyclage de proximité. 80% des matières partent à moins de 100 km ou 150 km du centre de tri. Donc ça permet effectivement de développer de l'emploi local et de faire une économie qui soit vraiment circulaire. Les process sont en place, les infrastructures sont modernes et les agents formés et motivés. Il reste donc à chacun d'appliquer les consignes et les bons gestes de tri des déchets à la maison. On poursuit ce petit tour d'horizon des dernières inaugurations et pose de première pierre avec le COSEC à Courcelles-les-Lances et le centre social de la ZAC d'Eddeville à Montigny-en-Gohelle. Situé juste derrière le collège de Le Gorgue à Courcelles, le COSEC Georges Carpentier avait bien besoin d'une réhabilitation énergétique afin de lui redonner une couverture thermique, un lifting complet et une attention toute particulière apportée aux matériaux biosourcés, à savoir laine de bois et fibres de bois. On avait la chance que le bâtiment il est bien orienté nord-sud, donc on a pu travailler vraiment une vraie façade sud avec des protections solaires efficaces, avec des éléments entre guillemets en double pot qui sont des éléments paysagers qui vont venir porter ombre de façon naturelle, des arbres à feuilles caduques en fait notamment, essentiellement même. Et puis après une façade nord où là on a renforcé beaucoup plus la couverture thermique pour le confort en période hivernale. Incarnant la transition écologique, le COSEC Nouvelle Génération a coûté plus de 3,6 millions d'euros, dont plus d'1 million apportés par l'agglo Hénin-Carvin par le biais d'un fonds de concours. On a travaillé sur la qualité des matériaux qui va influer sur la qualité de l'air. On a travaillé sur les énergies utilisées. Donc ici vous avez une pompe à chaleur qui est couplée avec des capteurs photovoltaïques. Donc ici on a quand même 15 kg qui alimentent en autoconsommation l'appareillage. Le surplus étant revendu, après remis sur le réseau. La transition écologique est aussi un élément central du projet de centre social au cœur de la ZAC d'Eddeville à Montigny-en-Gohelle. Souhaitant créer un espace de rencontre pour les habitants, la ville s'est tournée vers l'agglomération pour son financement, le bâtiment devant être exemplaire sur le plan énergétique. On intervient bien sûr sur la rénovation des logements aux côtés de l'État. On intervient sur les aménagements d'espaces publics et spécifiquement ici sur ce projet à hauteur de 560 000 euros. On a voté un projet de territoire qui se voulait écologique. Et donc tout naturellement, ce bâtiment avec les qualités qui seront les siennes rentre dans le cadre de ce projet de territoire écologique et donc est financé. On sait ce que produire de l'énergie coûte à la planète. Et donc réduire la consommation, c'est doublement gagnant, à la fois au niveau du coût financier, mais au niveau du coût environnemental. Lancé à la fin de l'année 2025, le chantier du futur centre social, d'un coût total de 3,1 millions d'euros, devrait s'achever début 2027. Réhabiliter en plein centre-ville une friche sociale pour y développer de nouveaux services à la population, c'est l'ambitieux projet porté par la municipalité d'Ourgeoise. On vous explique tout avec ce sujet. La brûlerie de café, c'est là où on fabriquait du café dans les années 1945 après-guerre à fin du XXe siècle. Et donc après, l'entreprise s'est arrêtée et pendant plus de 20 ans, ce bâtiment est resté à l'état de friche. Afin d'éviter qu'un promoteur n'achète le bâtiment pour en faire des logements, la municipalité a choisi de se lancer dans un projet de réhabilitation de l'édifice en y intégrant de nouveaux services à apporter aux Dourgeois.
D'abord les services techniques, pouvoir les accueillir dans un endroit rénové complètement. Ils sont actuellement près du stade, dans des anciens baraquements, mais donc le confort n'y est pas. Sur l'angle où c'est noté brûlerie de café, là il y aura une boutique éphémère. Donc tous les 2 mois, donc des artisans, des commerçants viendront présenter leurs produits. À l'étage, la maison des jeunes et le centre ado, sur la plus grosse des parties. Et à la place des anciens bureaux, toujours premier et deuxième étage, là ce sera des espaces tiers-lieux à destination des associations, des entreprises et des acteurs de la vie économique, sociale et solidaire. Un projet ambitieux dont la phase de travaux a été officiellement lancée en décembre dernier. L'occasion pour les partenaires présents de rappeler que le côté écologique et durable du dossier Dourgeois avait été la clé de leur soutien financier. L'État a ainsi versé 1 million d'euros au titre du fonds vert. La région financera à hauteur de 700 000 euros, tandis que l'agglo va subventionner la réhabilitation à hauteur de 1,1 million d'euros grâce à son projet de territoire écologique. Le parvis sera entièrement végétalisé. Il y aura aussi des apports d'eau, donc des îlots de fraîcheur. Et sur la façade, une deuxième peau va venir se mettre, donc ça fera comme office de véranda, donc ce sera plus chaud l'hiver et plus aéré, plus frais l'été. Le département du Pas-de-Calais et des fonds européens compléteront le plan de financement, ce qui permettra à terme à la ville de cumuler environ 60% de subventions sur un budget total de 4,8 millions d'euros. Le nouvel équipement devrait être livré en décembre 2026 et portera le nom de Théodore Fastignac, ancien maire de Dourges, qui a été à l'origine de la création des services techniques et des centres aérés de la commune. Un juste retour des choses donc. Tout type de déchets confondus, le taux de recyclage en France est passé de 48% à 50%. S'il reste encore du chemin à parcourir, on observe que la dynamique en la matière se développe à l'image de cette initiative de certains commerçants du territoire. Installée à Courrières depuis 14 ans, Laure Wallard, coiffeuse et gérante du salon Osmose, a rejoint l'association Coiffeur Juste qui s'est donné pour mission le recyclage des cheveux. Je trouvais la mesure écologique d'un premier temps, donc je trouvais dommage en fait qu'on mette les cheveux coupés dans les ordures ménagères alors qu'on pouvait les réutiliser pour plein d'autres choses. Car le saviez-vous ? Nos cheveux ont une capacité naturelle d'absorption, ont des propriétés isolantes et permettent, grâce à la kératine qu'ils contiennent, de confectionner des produits cosmétiques durables. Des caractéristiques que l'association Coiffeur Juste a su parfaitement exploiter. Eux, du coup, recyclent les cheveux pour en faire des boudins, pour les hydrocarbures, par exemple, les marées noires, éviter, du coup, justement, qu'il y ait des pollutions dans la mer et puis sur les sols aussi. Et ça sert également d'isolation thermique et acoustique. Laure récupère donc les cheveux qu'elle coupe et qui ne finissent plus dans sa poubelle. Autant de cheveux qui, en temps normal, auraient été incinérés, contribuant ainsi à l'émission de CO2 dans l'air. Après, on les met dans un sac en papier qui est fourni justement par l'association Coiffeur Juste et on leur renvoie directement en fait dans leur association qui est située dans le Var. Chaque année, c'est presque 20 kilos de cheveux que la Courriéroise envoie à ses frais à l'association. Une action de recyclage appréciée par sa clientèle. Ça fait depuis 2023 que je suis adhérente à l'association, donc ils connaissent bien. Puis ouais, au moins, eux communiquent aussi de leur côté de cette façon-là. D'autant que la fibre environnementale de Laure ne s'arrête pas là. Elle accorde une grande attention à la composition et aux ingrédients contenus dans les produits qu'elle utilise pour les colorations, par exemple. Elle a aussi développé une activité annexe en lien avec le réemploi. Par rapport à la création de bijoux et d'accessoires aussi, où là je récupère des perles aussi des clientes, ou dans les brocantes aussi, qui sont destinées des fois à être jetées parce que la chaîne est un petit peu abîmée. Donc ça je récupère et puis je retransforme en fait pour faire de nouveaux bijoux. Plus d'une dizaine de salons de l'agglo Hénin-Carvin ont d'ores et déjà adhéré à l'association Coiffeur Juste. Laure Wallard lance donc aujourd'hui un appel pour que le mouvement prenne encore plus d'ampleur sur le territoire. Réhabiliter les deux puits de mine du 9-9 bis et sécuriser le parcours patrimonial, voilà les objectifs des travaux lancés récemment sur le site. Pour les deux chevalements, le chantier s'étalera sur pas moins de 27 mois. On fait le point sur les premières opérations avec ces images.
Depuis début février, l'opération de restauration des chevalements de la fosse 9-9 bis est lancée. Ce chantier d'envergure comprend la repose du couronnement du puits neuf, la mise en peinture et en lumière des 2 chevalements. Première étape, la pose d'un gigantesque échafaudage culminant à 38 mètres de hauteur sur le puits 9 bis. C'est un chantier, on peut dire, technique, où on retrouve un peu de l'étaiement, de plancher, il y a du parapluie, il y a du montage sur toiture, à travers toiture. On va avoir également une partie où il y aura un parapluie avec de la bâche thermocollée. 6 à 7 semaines étaient nécessaires aux compagnons de la société Réatube pour monter la structure. Des ouvriers spécialisés puisque l'entreprise est déjà intervenue sur les chevalements de Liévin et du centre historique minier de Leeuwarden. Un honneur à chaque fois renouvelé. Travailler sur ce genre d'ouvrage, c'est une grande fierté pour l'entreprise, en sachant que Société Réatube Échafaudage, elle est basée à Loison-sous-Lens, donc dans le bassin minier, donc il y a un quart d'heure d'ici. Donc c'est une grande fierté pour la société et également pour les compagnons qui sont la plupart également du bassin minier. La bâche de 250 mètres carrés est aujourd'hui posée. Elle permet au chevalement d'être hors d'eau pour la suite des opérations qui s'étaleront jusque fin décembre. Il y a le peintre, le serrurier, le métallier, la couverture également, faire leurs travaux sur nos échafaudages. Et à la fin de leur intervention, on procédera donc à la dépose du 9 bis pour aller rééchafauder sa sœur jumelle, le 9. La durée totale du chantier est estimée à 27 mois. Sachez pour finir qu'une partie de la bâche de protection a été réalisée par l'artiste Simon Géliot en hommage aux figures centrales de l'extraction, les mineurs. Remonter au jour, c'est le titre de la nouvelle exposition contemporaine accueillie dans la salle des douches du 9-9 bis. Après avoir abordé l'impact de l'extraction minière sur nos paysages, l'équipe du 9-9 bis se penche cette année sur la multitude des risques encourus par les mineurs d'hier et d'aujourd'hui. Pour la 3e année consécutive, l'art contemporain s'invite au 9-9 bis de Wagny, plus particulièrement dans la salle des douches. Un pari osé au départ, mais qui a rencontré son public au fil des expositions. Avec Remontée au jour, l'équipe du 9-9 bis boucle une sorte de diptyque sur les conséquences de l'exploitation minière. C'est comme si là, on ouvrait un chapitre 2. On avait vraiment un chapitre 1 avec révéler l'impact, les conséquences de l'extraction sur le paysage, les sols, les sous-sols. Et cette année, on s'intéresse plus aux dangers auxquels étaient confrontés les mineurs, avec donc l'impact de l'extraction plutôt sur l'homme, les familles. Imaginée en 3 temps, la nouvelle exposition s'ouvre dans la grande nef de la salle des douches avec une œuvre monumentale signée Camille Bello et François Potier. Œuvre inquiétante, symbole des multiples dangers du fond. Sur cette salle-là, l'idée c'était que le public soit pris vraiment dans tous les dangers auxquels étaient confrontés les mineurs. Donc les dangers assez évidents, hein. Quand on parle des risques à la mine, tout le monde a en tête le grisou, les coups de grisou, les coups de poussière, mais on parle aussi des éboulements et on parle avec justement une œuvre centrale de l'omniprésence de ces dangers qui peuvent vous happer à n'importe quel moment. La suite du parcours aborde l'équilibre instable d'une sécurité jamais totale, tout en rendant hommage au courage des mineurs d'hier et d'aujourd'hui. Comme chaque année, on est frappé par la résonance de ces œuvres contemporaines avec l'histoire même du site. C'est vrai qu'on essaye de faire dialoguer à chaque fois les œuvres avec des archives patrimoniales et cette année avec un système de double cartel. C'est-à-dire que face au cartel assez classique, cartel de musée qui parle des œuvres, on a à chaque fois apposé un cartel plus patrimonial qui permet de faire le lien et ce pourquoi on a choisi d'exposer cette œuvre-là au 9-9 bis. 11 artistes régionaux, nationaux et internationaux ont été invités à travailler sur la thématique et sur ce site qui apporte une charge émotionnelle supplémentaire à l'ensemble. Un lieu qui se fait une place année après année dans le monde de l'art contemporain. On a des artistes qui acceptent d'exposer ici aussi parce que c'est un lieu patrimonial, parce que ça change de ces boîtes blanches classiques peut-être de certains centres d'art. Là, on se dit qu'on expose vraiment dans une histoire. Remonter au jour est à découvrir jusqu'au 6 décembre prochain, du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Les visites sont libres, mais des visites guidées sont aussi organisées chaque samedi et dimanche à 16h30. Ainsi s'achève ce magazine d'information communautaire. Merci à toute l'équipe d'ILTV qui a préparé ce magazine et merci de votre attention.
On se donne rendez-vous très bientôt sur ILTV. Retrouvez l'Agglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.